Je suis rentré à la maison sans prévenir. Après avoir terminé ma dernière mission, j'ai découvert que mon fils était en train d'agoniser seul dans la salle de soins intensifs. Pendant ce temps, ma belle-fille faisait la fête avec ses amis sur un yacht dans la mer de Cortés. Alors j'ai immédiatement gelé tous les comptes. 1 heure plus tard, elle est devenue folle en l'apprenant. Je suis contente que tu sois là. Reste jusqu'à la fin et dis-moi depuis quelle ville tu vois mon histoire. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. J'ai mis le pied à l'aéroport international de La Paz juste au moment où le soleil commençait à apparaître. Avec une lumière dorée traversant les grandes vitres de la terminale. La vieille valise militaire, usée au coin, reposait à mes pieds, comme une compagne fidèle depuis plus de 40 ans. À mon poignet, la montre de poche de mon père vibrait doucement à chaque mouvement, comme pour me rappeler la promesse que je m'étais faite dans ma jeunesse, toujours revenir à la maison. Cette promesse pesait plus que jamais. Maintenant, à 61 ans, tout juste retraité après ma dernière mission, j'avais consacré toute ma vie aux fusiliers marins du Mexique. Des opérations de sauvetage d'otages à Houston jusqu'aux journées interminables à évacuer des gens pendant ce tremblement de terre dévastateur. Mais aujourd'hui, je voulais juste être une mère. Impatiente de serrer dans mes bras Miguel, mon fils. Après tant d'années, j'ai tiré ma valise hors de la zone de bagages avec la même rapidité et précision qu'avant. Dehors, le soleil du matin commençait déjà à brûler. J'ai levé la main pour arrêter un taxi. Je suis monté et j'ai dit au chauffeur, rue Las Palmas, numéro 420, s'il vous plaît. J'ai essayé de garder une voix calme, mais à l'intérieur, l'émotion me frappait comme les vagues de la mer toutes proches. J'imaginais Miguel ouvrant la porte avec un grand sourire, nous asseyant à table et parlant de tout ce que j'avais manqué. En seulement une demi-heure, je serais sur le chemin pour voir mon fils. La radio passait des nouvelles de la marine, des rapports que j'écoutais autrefois tous les jours et qui ne signifiaient plus rien pour moi. Hier, j'avais terminé ma dernière mission en tant que conseillère stratégique pour l'OTAN dans une opération antiterroriste en Amérique du Sud. 40 ans de carrière, depuis arrêter le trafic d'armes à la frontière jusqu'aux nuits blanches dans la jungle. Tout cela n'était plus que de lointains souvenirs. Je regardais en silence par la fenêtre. L'océan bleu s'étendait à perte de vue. Les vagues brillaient comme si elles voulaient me ramener à ces jours-là. Mais mon esprit était seulement avec Miguel et la petite maison dans laquelle j'avais mis tant d'espoir. Le taxi a pris la route côtière que je connaissais, là où les palmiers se balançaient encore, comme le jour où je suis parti. Mais en s'arrêtant devant la maison de Miguel, j'ai senti mon cœur se serrer. La maison était sombre. Les rideaux tirés. Aucune lumière allumée. J'ai monté ma valise jusqu'au porche, avec une inquiétude grandissante en moi. J'ai sonné. Le son a résonné dans le silence, sans réponse. J'ai frappé plus fort. Encore une fois. Rien. Un silence étrange, comme si la maison avait été abandonnée. Je suis descendu dans le jardin et j'ai regardé autour. La boîte aux lettres était pleine de lettres et de prospectus froissés. Ils s'entassaient sur le chemin, comme si personne n'avait nettoyé depuis longtemps. Mon cœur s'est accéléré. Un mauvais pressentiment m'oppressait la poitrine. J'avais envoyé de l'argent régulièrement à Miguel et à Valeria, ma belle-fille, pour subvenir aux besoins de la famille. Je croyais que tout allait bien, que mon fils vivait sans problème. Mais là, devant cette maison froide, je me demandais ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai vu Doña Teresa, la voisine de Miguel, arroser ses fleurs de l'autre côté de la rue. Elle vivait ici depuis que j'étais jeune, toujours gentille et racontant des histoires sur les enfants du quartier. J'ai crié « Doña Teresa ». Elle a levé la tête, les yeux grands ouverts de surprise. « Valentina. Mon Dieu. Tu es revenue. Mais, tu n'es pas au courant. » Je me suis dépêché de traverser, les jambes presque tremblantes en entendant sa voix. « Au courant de quoi? Où est Miguel ?» ai-je demandé, en essayant de ne pas laisser ma voix se briser. Doña Teresa a posé l'arrosoir par terre, le regard plein de compassion. Miguel est à l'hôpital San Rafael depuis 2 semaines. L'ambulance est venue en pleine nuit. J'ai bien vu le logo sur le véhicule. Elle s'est arrêtée un instant, puis a continué d'un ton plus bas. Les Valeria, eh bien, mon fils m'a dit qu'il avait vu une publication à elle sur les réseaux sociaux. Elle fait la fête sur un yacht dans la mer de Cortés. Je suis resté figé, comme si le monde entier s'effondrait sous mes pieds. Miguel à l'hôpital. 2 semaines. Et Valeria,
ma belle-fille à qui j'avais confié le soin de mon fils, en train de faire la fête sur un yacht. J'ai senti mon sang s'arrêter de circuler, mon cœur battre avec des coups douloureux. Savez-vous où se trouve l'hôpital San Rafael? Ai-je demandé d'une voix rauque. Doña Teresa a hoché la tête et m'a indiqué le chemin. Sans réfléchir, je suis sorti dans la rue et j'ai levé la main pour arrêter un autre taxi. À l'hôpital San Rafael, le plus vite possible, ai-je dit au chauffeur, presque comme un ordre. Des dizaines de questions tournaient dans ma tête. Qu'était-il arrivé à mon fils pour qu'ils doivent l'emmener d'urgence? Et ma belle-fille? Comment pouvait-elle être en train de profiter d'une fête de luxe alors que mon fils était malade à l'hôpital? Assise dans le taxi, je sentais mon cœur brûler dans ma poitrine. J'ai serré la montre de poche si fort que mes jointures sont devenues blanches. Miguel, mon fils, le petit garçon qui courait derrière moi sur la plage. Qui me serrait dans ses bras à chaque retour de mes longs voyages. Il était maintenant à l'hôpital. Et moi, sa mère qui avait donné sa vie pour protéger le pays. Je ne savais même pas qu'il avait besoin de moi. Je me reprochais toutes ces années à n'envoyer que de l'argent, croyant que ça suffisait pour qu'il ait une bonne vie. Mais maintenant, je voulais juste être auprès de lui. Le voir, savoir qu'il était en vie, qu'il allait bien. Le taxi s'est arrêté devant l'entrée de l'hôpital San Rafael. Le soleil de midi m'a ébloui. J'ai payé le chauffeur, traîné ma valise à l'intérieur et essayé de contrôler ma respiration pour ne pas céder à la panique. Le hall était bondé, rempli de voix, de pas et d'annonces au haut-parleur comme une musique chaotique. Je suis allé directement au comptoir d'accueil où une jeune infirmière vérifiait des dossiers. Je cherche Miguel Pérez, ai-je dit d'une voix sèche, comme si chaque mot me coûtait un effort immense. L'infirmière a levé les yeux vers moi, m'a regardé un instant puis a feuilleté rapidement des papiers. Il est en soins intensifs. 5e étage, chambre 512, a-t-elle répondu d'un ton mécanique, comme une annonce de routine. Je n'ai pas pris le temps de la remercier et j'ai foncé vers l'ascenseur. S'il vous plaît, tenez la porte, ai-je demandé en voyant qu'elle allait se fermer. Un homme d'âge moyen a tendu la main pour la retenir et a attendu que j'entre. L'odeur forte de désinfectant m'a frappé et j'ai dû retenir une envie de vomir. Quand les portes se sont ouvertes au 5e étage, le couloir de la réanimation était froid et silencieux. Seulement interrompu par le bip régulier des machines médicales. J'ai marché vite, mes vieilles bottes militaires résonnant sur le carrelage. La porte de la chambre 512 était entr'ouverte et une lumière blanche filtrait à l'intérieur. J'ai hésité une seconde puis je l'ai poussée doucement, comme si je craignais de briser quelque chose de fragile. Miguel était là, dans le lit blanc, entouré de tubes et de machines. Les yeux fermés, le visage pâle, si maigre que j'ai eu du mal à le reconnaître. Un respirateur fixé à sa bouche. Chaque respiration était si faible que je retenais la mienne pour l'entendre. J'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était pas mon Miguel. Ni le petit garçon courant derrière moi sur la plage, ni l'homme qui me serrait dans ses bras. C'était juste une ombre, une version brisée de mon fils. Un médecin se tenait dans un coin de la chambre, une plaque indiquait « Julien ». Il regardait les indicateurs sur l'écran, concentré mais froid. Il s'est tourné vers moi et a demandé. « Vous êtes de la famille du patient ?» J'ai hoché la tête, la voix tremblante. « Je suis sa mère, Valentina. » Il a légèrement acquiescé en désignant Miguel. Il a un cancer de l'estomac en phase terminale. La situation est très grave. S'il avait été soigné plus tôt, peut-être que cela aurait été différent. Sa voix était plate, comme s'il parlait d'un cas ordinaire, mais chaque mot était un coup de couteau dans ma poitrine. Cancer. Stade terminal. Répétais-je d'une voix tremblante, sans croire ce que j'entendais. 1 heure plus tôt, je m'étais imaginé en train de le serrer dans mes bras, de l'écouter me raconter comment avaient été ses jours sans moi. Je pensais le voir en bonne santé, souriant. Pas comme ça, prisonnier entre des machines sans vie. Comment est-ce arrivé? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Demandai-je presque en suppliant. Le docteur Julien secoua la tête avec un éclat de compassion dans les yeux. Personne n'est venu le voir depuis son arrivée. Nous avons essayé de contacter la famille, mais ce n'a pas été possible. Personne n'est venu le voir. Cette phrase me frappa droit au cœur. Valeria, ma belle-fille, à qui j'avais confié le soin de Miguel. Où était-elle? Je me souvenais des paroles de Doña Teresa. La publication sur les réseaux. Le yacht. Les fêtes. La rage me brûlait,
mais elle fut étouffée par la douleur. Je m'approchai du lit et pris sa main froide. Sa peau était fine comme du papier, avec des veines bleues bien visibles. « Miguel, c'est maman », murmurai-je en retenant mes larmes. « Je suis là maintenant, mon fils. » Soudain, ses lèvres bougèrent, ses paupières tremblèrent et il ouvrit les yeux. Ils étaient voilés, mais il y avait un éclat familier. « Maman », murmura-t-il si faiblement que je dus me pencher pour l'entendre. « Maman, je t'aime. » Avant qu'il ne termine, la machine cardiaque émit un long bip aigu qui déchira l'air. Je me cramponnai à sa main. « Miguel ? » « Non, mon fils. » criai-je, mais le docteur Julien me repoussa en appelant les infirmières. « Sortez. »« Laissez-nous travailler », ordonna-t-il fermement. On m'emmena dans le couloir. Je regardais par la fenêtre pendant que les infirmières couraient. Les machines bipaient, des voix pressées résonnaient. Tout se mélangeait. Je me couvris le visage, pleurant sans pouvoir m'arrêter. « S'il te plaît, ne me l'enlève pas », répétais-je, comme si cela pouvait le retenir. Mais quelques minutes plus tard, le docteur Julien sortit. Il enleva ses gants et secoua la tête. « Je suis vraiment désolé », dit-il d'une voix grave. « Nous avons tout essayé. » Je sentis que quelque chose se vidait en moi. Mes jambes cédèrent et je sortis de la réanimation en titubant, incapable de regarder le drap blanc qui couvrait son visage. Miguel était parti. Juste au moment où je revenais, je n'avais même pas eu le temps de lui dire à quel point je l'aimais ni que je regrettais de l'avoir laissé seul. Je restais dans le couloir, sous une lumière froide et blanche, avec un vide immense, comme si le monde entier s'était effondré. Je sortis mon téléphone d'une main tremblante et composai le numéro de Valéria. De l'autre côté, j'entendis de la musique forte, des rires et des voix, comme si elle était en pleine fête. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit Valéria d'un ton sec, sans le moindre intérêt. Je pris une grande inspiration, essayant de garder la voix ferme. « Miguel est mort. » Il y eut quelques secondes de silence, puis elle répondit comme si on parlait de la météo. « D'accord. Je suis occupé. On parlera plus tard. » La ligne coupa. Je restai immobile. Le téléphone glissa de ma main et tomba au sol. Valéria ne demanda rien. Elle ne montra aucune tristesse. Elle faisait la fête pendant que mon fils venait de rendre son dernier souffle. Je me retournai et marchai vers la sortie de l'hôpital. Dehors, le soleil brillait encore, mais je ne ressentais que du froid. Un froid qui me pénétrait jusqu'aux os. J'avais perdu Miguel, et maintenant je savais que j'avais aussi perdu la foi en la seule personne que j'avais un jour appelée famille. Valéria, à qui je croyais qu'elle prendrait soin de mon fils, nous avait trahis de la façon la plus cruelle. Je franchis la porte de l'hôpital sans Raphaël. La lumière du midi m'aveugla, mais tout ce que je ressentis, ce fut un vide glacial à l'intérieur. Mes jambes étaient lourdes, comme si chaque pas était un effort pour ne pas m'effondrer. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai marché, seulement que je devais aller au bureau administratif pour faire la déclaration de décès de Miguel. Le mot « décès » résonnait dans ma tête comme un coup de marteau, détruisant toute lueur d'espoir qu'il me restait. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé et aimé de tout mon cœur, n'était plus qu'un papier, un tampon, un nom dans un dossier à l'hôpital. Une jeune infirmière, les cheveux attachés en queue de cheval haute, me tendit un sac en plastique transparent. « Voici les affaires de Monsieur Pérez », dit-elle d'une voix douce mais pressée par la routine. Je pris le sac avec des mains tremblantes et regardai à travers le plastique. À l'intérieur se trouvait la montre de Miguel, le portefeuille en cuir usé que je lui avais offert pour ses 20 ans, et son téléphone à l'écran rayé. J'ouvris le portefeuille, cherchant quelque chose de personnel, une trace de sa vie, mais il était vide. Il ne restait que ses papiers et une vieille photo aux coins abîmés. Sur la photo, Miguel et moi étions à la plage. Il n'était encore qu'un enfant, avec un grand sourire et un cerf-volant rouge à la main. Je serrai la photo contre moi, comme si la lâcher signifiait laisser s'envoler mes souvenirs. Je demandai aussi au médecin de me remettre tout le dossier médical de Miguel. Ce ne fut pas un autre docteur, mais Julien qui entra avec un gros dossier à la main. « Voici tout l'historique », dit-il en posant la pile de documents sur la table. Je tournai les pages, date d'hospitalisation, analyse et diagnostic final. Cancer gastrique en phase terminale avec métastase. Je m'arrêtai, la vue brouillée. Le médecin, à côté, baissa la voix. S'il avait été amené quelques mois plus tôt,
il aurait peut-être vécu 1 an ou 2 de plus. Mais à son arrivée, son état était déjà trop grave. J'acquiesçais sans pouvoir parler, le cœur écrasé. 1 ou 2 ans. Si j'avais été à la maison, j'aurais remarqué quelque chose. Si je n'avais pas laissé Valeria s'occuper de tout, Miguel aurait eu une chance. Mais qui est la personne de contact principale? Demandai-je d'une voix rauque à l'infirmière de garde. Elle consulta son carnet et répondit. Valeria Lopez. Nous avons appelé plusieurs fois et envoyé des messages, mais nous n'avons jamais pu la joindre. Je restai figé, comme giflé. Valeria, celle à qui j'envoyais de l'argent chaque mois, en qui je faisais confiance pour prendre soin de Miguel. Elle n'était pas venue. Non seulement elle avait abandonné mon fils, mais elle n'avait même pas répondu aux appels de l'hôpital. Je serrai les poings, enfonçant mes ongles dans ma paume jusqu'à sentir une brûlure. À ce moment-là, le téléphone de Miguel vibra dans le sac en plastique. L'écran s'illumina, Valeria. Je fixai ce nom, le cœur battant à toute vitesse. Une partie de moi voulait décrocher, lui crier dessus, lui demander comment elle pouvait être aussi cruelle. Mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas affronter sa voix glaciale. Pas après tout ça. Je laissai le téléphone sonner jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis je rangeai le sac dans mon sac à main et sortis du bureau administratif. Je me rendis à la morgue, où Miguel avait été transféré pour être préparé au funérarium militaire. L'employé me donna un document à signer pour autoriser le transfert. Je pris le stylo, mais ma main tremblait tellement que la signature était à peine lisible. « Ça va ?» demanda l'homme, inquiet. J'acquiesçai, mais je savais que non. Comment pourrais-je aller bien après avoir perdu mon unique enfant? Je finis de signer, me levai et sortis de la morgue, traînant un poids énorme à chaque pas. En quittant l'hôpital, je laissai enfin mes larmes couler. Je restai debout sur le trottoir, le soleil brûlant mes épaules, mais je ne ressentais que de la douleur. La douleur pour Miguel, pour ses derniers jours passés seul, sans sa mère pour lui tenir la main. Je me reprochais toutes ces années passées absorbées par mon travail, mes missions aux 4 coins du monde. Je pensais qu'envoyer de l'argent suffisait. Que Valeria prendrait soin de lui. Mais je m'étais trompé. La plus grosse erreur de ma vie avait été de laisser mon fils aux mains de quelqu'un comme elle. Au milieu de la douleur et du remords, l'image de Valeria me revint. Claire et cruelle. Je me souvenais de sa voix sèche au téléphone, de la musique à fond, des rires sur un yacht. Elle avait dépensé mon argent, celui que j'envoyais pour soigner Miguel, pour se payer des luxes pendant que mon fils se battait contre la mort. Elle ne l'avait pas seulement abandonné, elle avait été indifférente en apprenant qu'il était mort. Cette cruauté était comme un couteau aiguisé, me déchirant de l'intérieur, me remplissant de douleur et de colère. Je voulais crier. L'affronter. Lui demander pourquoi elle avait traité Miguel de cette façon. Mais je savais que ce n'était pas encore le moment. Je devais garder mon calme et faire ce qu'il y avait de mieux pour mon fils, même s'il n'était plus là. Je sortis mon téléphone et composai le numéro du lieutenant-colonel Javier Ortega. Un vieil ami de l'armée qui travaillait désormais à l'agence de gestion financière militaire. « Javier, j'ai besoin de te voir aujourd'hui même, dis-je d'une voix ferme. Même si les larmes coulaient encore sur mes joues. « Valentina, qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Je te raconterai quand on se verra. S'il te plaît, trouve-moi un rendez-vous urgent. » Javier accepta aussitôt et me demanda de passer à son bureau en fin d'après-midi. Je raccrochai en ayant l'impression de trouver enfin un petit appui au milieu de la tempête qui m'encerclait. Je pris un taxi et retournai à la maison de Miguel, au 420 de la rue Las Palmas. Assis sur le siège, je serrai dans ma main la montre de poche de mon père. Celle que j'avais portée pendant 40 ans, symbole de ma promesse de revenir un jour à la maison. Mais à présent, je savais que j'étais revenu trop tard. Devant la porte de Miguel, je sentis le trousseau de clés teinter doucement dans ma main en cherchant la bonne. Mes doigts touchèrent une petite clé froide, celle que j'avais gardée toutes ces années comme un lien avec mon fils. J'ouvris la porte, et une odeur de renfermé et d'humidité me frappa en plein visage. Comme si la maison avait été oubliée depuis longtemps. J'allumai l'interrupteur. La lumière jaunâtre révéla un salon en désordre. Des verres à vin avec des restes secs traînaient sur la table. De la poussière recouvrait le bois, et des boîtes vides de fast-food s'entassaient au sol. Je restai immobile, observant les lieux. C'était ici que Miguel avait vécu.
L'endroit où je croyais qu'il était heureux avec Valéria. Mais ce n'était plus qu'un chaos. Comme mon cœur, à cet instant. Je traînais ma valise, la posais près du vieux canapé et me dirigeais vers le bureau de Miguel dans un coin. Un grand enveloppe marron traînait parmi des papiers. Je l'ouvris et mon cœur se mit à battre plus fort en découvrant les factures qu'elle contenait. La première disait clairement, location de yacht mer de Cortés $150 000. Payé avec la carte de crédit de Miguel Pérez. La date? La semaine dernière. Quand Miguel était en soins intensifs. Je passai à la suivante et sentis mon sang bouillir. Bijouterie Cartier aux $195 000. Date, il y a 3 jours. Je serrai la feuille si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Valéria avait utilisé l'argent de mon fils. L'argent que je lui envoyais pour qu'elle prenne soin de lui. Pour louer un yacht et acheter des bijoux. Pendant que Miguel luttait pour sa vie. Je pris mon téléphone, photographiai chaque facture, chaque montant, chaque date. Et les rangeai dans un dossier séparé. Chaque clic était comme un coup de couteau dans la poitrine. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de preuves. De toute la vérité pour affronter Valéria. J'ouvris l'application de visioconférence et composai son numéro. L'écran s'alluma, et Valéria apparut debout sur le pont d'un yacht. Avec la mer d'un bleu profond en arrière-plan et ses amis riant aux éclats. Elle portait une robe en soie avec un énorme logo Chanel sur la poitrine. De coûteuses lunettes de soleil et un cocktail à la main. Cette image fut comme une gifle en pleine figure. « Mais qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle d'un ton distrait, comme si je la dérangeais. Je respirai profondément et gardai la voix aussi calme que possible, même si je brûlais intérieurement. « Tu sais que Miguel est mort et tu restes là, tranquille. » Le visage de Valéria se figea quelques secondes. Ses lèvres se pincèrent, puis elle haussa les épaules. « Je le sais, mais il était malade depuis longtemps. Il n'y avait rien à faire. Mourir n'était qu'une question de temps. » Elle le dit comme si ce n'était rien d'important. Pas comme si elle parlait de la mort de son mari. De mon fils. Je sentis mon sang bouillir dans mes veines, mon corps tout entier en feu. Tu crois que je ne sais pas où est passé l'argent que j'envoyais pour Miguel? Dis-je d'une voix glaciale. Yacht. Bijoux. Fête. J'ai tout vu sur les relevés, Valéria. Elle arqua un sourcil et esquissa un sourire moqueur. Cet argent est aussi à moi. On est une famille, non? Cette phrase fut comme un coup de poignard final. Famille. Elle osait appeler ça de la famille après avoir laissé Miguel mourir seul à l'hôpital. Je la fixai à l'écran et dis d'une voix d'acier. C'est la dernière fête que tu paies avec mon argent. Je raccrochai sans lui laisser le temps de répondre. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur. C'était de la rage. Je ne pouvais pas la laisser continuer. Je ne pouvais pas permettre que sa cruauté reste impunie. Je composai à nouveau le numéro du lieutenant-colonel Javier Ortega. « Javier, j'ai besoin de ton aide » dis-je dès qu'il décrocha. « Valentina, tu vas bien? Que se passe-t-il » Sa voix était inquiète, mais je n'avais pas le temps d'expliquer. « J'arrive à ton bureau tout de suite. Prépare les documents. » 1 heure plus tard, j'étais assise dans son bureau. Une petite pièce qui sentait le bois ancien et le café. Je posai sur la table un paquet de factures et le pouvoir financier que Miguel m'avait signé avant ma dernière mission. Valéria a dépensé l'argent de Miguel, l'argent que j'envoyais pour prendre soin de mon fils, pour ça? Dis-je en poussant les documents vers Javier. Il les examina un à un, le front plissé. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » demanda-t-il. « Gèle la compte de Miguel immédiatement. Annule toutes ses cartes de crédit et transfère le solde restant sur mon compte. » Javier acquiesça sans poser de questions. Il me connaissait. Il savait comment j'agissais quand les choses allaient trop loin. En moins de 20 minutes, tout était réglé. « C'est fait » dit-il en me donnant un reçu. « Le compte est bloqué, les cartes sont annulées et le solde est à ton nom. » J'acquiesçai, sentant un poids s'alléger, même si la douleur restait vive et constante. En sortant du bureau, mon téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Valéria appelait encore et encore. Je ne répondis pas, mais les messages vocaux et textos commencèrent à pleuvoir. D'abord, sa voix pleine de colère. « Qu'est-ce que t'as fait au compte? Tu crois que t'as le droit de ruiner ma vie ?» Puis son ton changea, devenant suppliant. « Valentina, on peut parler ?
Je ne voulais pas faire de mal. J'avais juste besoin de cet argent pour m'en sortir. S'il te plaît, rouvre le compte. Je suis désolé. J'écoutais chaque mot, mais je ne ressentis pas la moindre compassion. Valeria ne s'excusa pas d'avoir abandonné Miguel. Elle ne parla même pas de mon fils. Elle ne pensait qu'à elle-même. Je serrai dans ma main la montre de poche de mon père. Le métal glacé me rappelait de rester forte. Je sortis dans la rue. Le soleil de la Paz brillait toujours aussi fort. Mais en moi, il y avait une tempête. Je retournai à la maison de Miguel, décidé à trouver plus de preuves. N'importe quoi qui puisse démasquer Valeria. Dans ma tête, je voyais encore Miguel dans ce lit d'hôpital. Sa main froide, sa voix faible. Maman, je t'aime. Je ne pouvais pas le laisser partir en vain. Valeria devrait payer. Pas seulement pour l'argent, mais pour la cruauté qui avait volé à mon fils ces derniers jours. Il aurait pu vivre un peu plus longtemps. J'aurais pu le serrer encore dans mes bras. L'entendre me parler avec une voix plus forte. Pas recevoir son corps le jour même où je quittais le service. Quand mon cœur était encore plein d'espoir. J'ouvris la porte et entrai dans la maison de Miguel. Qui n'était plus qu'une coquille froide de ce qu'elle avait été. Je posai le sac en plastique contenant les affaires de mon fils sur la table de la salle à manger. La lumière tamisée éclairait sa montre-bracelet et son vieux portefeuille en cuir, me rappelant la dure réalité. Miguel n'était plus là. Je tirai une chaise, m'assis et allumai le vieil ordinateur portable militaire que j'avais emporté partout pendant toutes ces années de service. L'écran s'illumina, projetant une lumière bleue et froide sur mon visage. Je respirai profondément, tentant d'empêcher mon esprit de sombrer dans la douleur qui hurlait en moi. Ce n'était pas le moment de m'effondrer. J'avais besoin d'agir. J'avais besoin de protéger ce qui restait de mon fils. Je me suis connecté au compte bancaire militaire en utilisant l'autorisation financière d'urgence que Miguel m'avait signée avant mon départ pour ma dernière mission. Sur l'écran est apparue la confirmation de l'ordre de blocage envoyé par Javier Ortega. J'ai vérifié chaque détail, m'assurant qu'il n'existait aucune faille par laquelle Valeria pourrait toucher à l'argent de Miguel. J'ai aussi activé les alertes, toute tentative de retrait serait immédiatement signalée sur mon téléphone. En terminant, j'ai ressenti un petit soulagement, comme si je venais d'ériger un mur d'acier entre Valeria et ce qui appartenait à mon fils. Ensuite, j'ai ouvert les relevés des 3 derniers mois. Les chiffres apparaissaient froids et nets, comme une accusation silencieuse. 80 000 $ pour une fête sur un yacht dans la mer de Cortés. 45 000 $ pour un dîner dans un restaurant de luxe à Los Cabos. 120 000 $ dans une boutique de mode à La Paz. Chaque transaction était comme un coup de couteau au cœur. Cet argent, c'était mon travail, mon sang, ma sueur. Les mois passés à risquer ma vie sur le terrain, croyant payer pour le bien-être de Miguel. En réalité, je ne faisais qu'alimenter la vanité de Valeria. Tandis que mon fils était seul à l'hôpital, sans personne pour veiller sur lui. J'ai pris des captures d'écran de chaque dépense. Puis les ai soigneusement sauvegardées sur un disque dur externe et une petite clé USB que je porte toujours. Chaque clic confirmait ma promesse. Je ne laisserai pas Valeria s'en tirer. Elle paiera pour chaque dollar dépensé, pour chaque jour où elle a laissé Miguel seul. Mais alors que j'enregistrais le dernier fichier, mon téléphone vibra. Le numéro d'une banque commerciale s'afficha. Une voix féminine polie dit. Madame Valentina, nous avons reçu une demande de retrait d'un prêt au nom conjoint de Madame Valeria Lopez et Monsieur Miguel Pérez. Autorisez-vous? J'ai serré le téléphone et répondu d'une voix ferme. Non, je n'autorise pas. Bloquer immédiatement le dossier de crédit. L'employé hésita un instant, puis confirma. D'accord, nous le faisons tout de suite. Voulez-vous laisser d'autres instructions? Ce n'est pas nécessaire, répondis-je avant de raccrocher. Je restai assise dans le salon, écoutant seulement le grincement du ventilateur au plafond. J'appelai Luis, un vieil ami du secteur des télécommunications qui m'avait déjà aidé à localiser des appareils lors de missions secrètes. Luis, j'ai besoin que tu vérifies un numéro de téléphone, dis-je d'une voix calme mais urgente. C'est celui de Valeria Lopez. Je veux savoir où elle est. Luis accepta aussitôt et, 10 minutes plus tard, me rappela. Le signal de son téléphone est en haute mer, dans la mer de Cortés. Probablement sur un bateau. Tu veux les coordonnées? J'acquiesçai, même s'il ne pouvait pas me voir.
Envoie-les. Merci. La lumière du soir, d'un orange doux, entrait par la fenêtre. Je fermai la maison de Miguel à clé, pris celle de son vieux pick-up, celui dont je me moquais toujours, disant qu'il était trop vieux pour un jeune. Et conduisis jusqu'au supermarché le plus proche. J'y achetai de l'eau, des conserves et 3 cadenas robustes. De retour à la maison, je changeai toutes les serrures des portes avant et arrière. À chaque tour de tournevis, j'imaginais fermer définitivement la route à Valeria. Je posai sur chaque cadenas un ruban adhésif militaire avec un code, un vieux réflexe de mes années de service, pour être sûr qu'il ne soit pas trafiqué. En rangeant les papiers épars de Miguel dans une boîte en carton, je trouvai un vieux carnet à la couverture de cuir usé et à la ficelle détendue. En l'ouvrant, mon cœur se serra, c'était l'écriture familière de Miguel. À l'intérieur, il avait noté les sommes qu'il avait données à Valeria, chacune avec date et signature. 30 000 $ en mars, pour que Valeria achète des médicaments. 50 000 $ en avril, pour soi-disant réparer la maison. En tournant les pages, je remarquai que beaucoup de ces dates correspondaient à des dépenses de luxe dans les relevés. Valeria ne se contentait pas de dépenser mon argent. Elle trompait aussi Miguel, lui faisant croire qu'elle utilisait cet argent pour la famille. Je m'effondrai sur une chaise, le carnet dans les mains, sentant que je venais de trouver la dernière pièce du puzzle. Ce n'était pas juste une preuve, c'était le témoignage de mon propre fils. L'histoire d'une trahison qu'il n'avait jamais pu raconter. Je passai ma main sur la page, les larmes coulant sur mes joues. « Miguel, je suis désolé, murmurai-je. Je ne savais pas ce que tu avais dû endurer. » Mais, au milieu de la douleur, une détermination nouvelle naquit. Ce carnet était un élément clé, quelque chose qui forcerait Valeria à affronter sa culpabilité. Je le rangeai dans la boîte avec les autres documents et balayai du regard la maison. Tout portait encore la marque de Miguel. Le fauteuil où il aimait lire, la petite photo de nous deux sur la cheminée. Et l'odeur du bois ancien qu'il nettoyait chaque week-end. Je ne pouvais pas laisser Valeria revenir ici, toucher ce qui appartenait à mon fils. Jamais plus. Je serrai la montre de poche de mon père, qui m'avait accompagné toutes ces années. Et me dit, ce n'est pas fini, Miguel. Je vais te protéger, même si tu n'es plus là. Le lendemain matin, j'emportai la boîte à l'ancienne base navale. Où j'avais encore le droit d'utiliser un petit bureau depuis ma retraite. La pièce, simple, avec un bureau en bois usé, quelques chaises en métal et l'odeur de la mer entrant par la fenêtre, m'accueillit comme un vieux poste de combat. Je posai la boîte, l'ouvris et disposai chaque document sur la table. Facture, relevé, le carnet de Miguel. Chaque papier était une pièce de vérité, et je savais que je devais les organiser avec soin pour confondre Valeria. Je respirai profondément, contenant la douleur qui montait dans ma poitrine. Aujourd'hui n'était pas un jour pour pleurer. Aujourd'hui, j'avais besoin de la précision d'un lieutenant-colonel de l'infanterie de marine. Pas du cœur brisé d'une mère. Je commençai à comparer chaque dépense, chaque ligne du carnet avec les mouvements des comptes. Un schéma clair et cruel se dessina. Des sommes que Miguel avait données en liquide à Valeria pour des médicaments ou la maison. Et, en même temps, des retraits du même montant sur son compte. Un exemple, Miguel avait écrit 50 000 $ mai, pour les frais d'hôpital de Valeria. Le relevé, lui, montrait qu'à cette date, 50 000 $ avaient été dépensés, dans un spa de luxe à Los Cabos. Je serrai mon stylo, les ongles enfoncés dans ma paume jusqu'à la brûlure. Valeria n'avait pas seulement pris mon argent. Elle avait menti à Miguel, prétendant s'occuper de lui tout en finançant ses luxes. Je relevai aussi une série de grosses dépenses faites juste après l'hospitalisation de Miguel. Une facture attira mon attention, 100 000 $ pour organiser l'anniversaire d'une amie de Valeria. Avec la mention, fête sur yacht DJ et bar libre. La date ? Le jour même où Miguel avait été admis en soins intensifs. Je fixai ce montant, sentant mon sang bouillir, imaginant Miguel faible, se battant pour respirer. Tandis que Valeria riait en pleine fête. La douleur et la rage se mêlaient, me donnant envie de hurler, mais je me retins. J'avais besoin de preuves, d'un dossier solide qu'elle ne pourrait pas contester. Je pris le scanner militaire du coin de la pièce et numérisai chaque page. Facture, relevé, et les notes manuscrites de Miguel. Je fis 3 copies, une sur le disque interne de la base, une sur un disque dur externe, et une autre dans un service de stockage en ligne chiffré que j'utilisais pour les documents classifiés. Chaque fois que j'appuyais sur « Enregistrer »,
je sentais que j'ajoutais une brique au mur de justice pour Miguel. Quand j'eus terminé, je me tournai vers le téléphone de mon fils, toujours dans le sac plastique de l'hôpital. La boîte de réception des messages était effacée, mais je ne lâchais pas prise. J'ouvris d'autres applications de messagerie, et par chance, je pus récupérer des conversations dans un groupe. Valéria y avait envoyé la photo d'un sac Louis Vuitton avec ce message. Je viens de m'acheter ça avec l'argent de Miguel. Ce type ne va pas vivre encore longtemps. Tant pis. Je lus et relus ces mots. Chaque syllabe était comme un couteau dans mon cœur. Valéria ne profitait pas seulement de la situation, elle voyait la mort de mon fils comme une opportunité. Je continuais à fouiller dans la boîte mail de Miguel, en utilisant le mot de passe qu'il employait pour nos comptes partagés. Par chance, je pus accéder au dossier des « envoyés ». J'y trouvai un email de réservation pour une croisière, envoyé depuis le compte de Miguel à une société d'événementiel. La note me glaça. Utilise la carte de Valentina. Elle ne sortira pas de la base avant longtemps. Et si elle revient, elle devra prévenir. Je me laissai tomber sur la chaise, la tête entre les mains. Valéria ne se contentait pas de voler de l'argent, elle organisait tout, sachant que j'étais loin et que je ne pouvais rien surveiller. Elle avait profité de mon absence et de la confiance de Miguel pour se bâtir une vie de luxe sur la douleur de mon fils. Ce midi-là, j'apportais toutes les informations au bureau de Javier Ortega. « Valentina, qu'as-tu trouvé ?» me demanda-t-il avec sérieux. Je posai la boîte sur la table et en sortis les documents et les disques. Voici tout. Facture, relevé, message, email. Valéria a retiré de l'argent du compte de Miguel pour le dépenser. Même quand il était à l'hôpital. Javier parcourut quelques papiers et hocha la tête. C'est largement suffisant pour servir de preuve financière. Tu veux aller plus loin? J'acquiesçai d'une voix ferme. Je veux qu'elle paie, Javier. Pas seulement pour l'argent, mais pour ce qu'elle a fait à Miguel. Il posa une main sur mon épaule, le regard empreint d'empathie. Je vais t'aider à présenter ça au tribunal, mais il te faudra un bon avocat avant de quitter la base. Je contactai Armando Ruiz, un avocat recommandé par Javier, spécialiste en abus financiers familiaux. Madame Valentina, puis-je vous voir demain matin, dit-il au téléphone d'une voix grave et assurée. À apporter toutes les preuves, nous les examinerons attentivement. J'acceptai, sentant que je venais enfin de trouver un allié dans ce combat. Merci, répondis-je en raccrochant. Je me sentais un peu plus légère, même si la douleur restait plantée dans ma poitrine. Ce soir-là, je rentrai à la maison de Miguel. Je verrouillai la porte. Le vent marin frappait fort contre la fenêtre, apportant le son des vagues. Mais en moi, il n'y avait qu'un silence tranchant. Je m'assis dans le salon, posai les documents scellés sur la table, à côté de la montre de poche de mon père. La lumière de la lampe se reflétait sur son verre usé. Je la caressai doucement et murmurai. « Miguel, maman ne te laissera pas partir en vain. » Dans mon esprit, chaque étape était claire. Valéria s'était trompée en pensant que je la laisserais tranquille. J'étais prête, non seulement pour la justice, mais aussi par amour pour mon fils. Quelque chose qu'aucune personne, pas même elle, ne pouvait m'enlever. Tôt le matin, je marchai vers le centre de La Paz, où le bureau d'Armando Ruiz se trouvait discrètement entre deux immeubles bas. L'air frais du matin contrastait avec le poids sur ma poitrine, mélange de perte et de colère. La boîte de preuves bien serrée sous le bras, je poussai la porte. Le bureau était petit, ordonné, avec une odeur de papier ancien et d'encre sur un bureau en bois. Une pile de dossiers parfaitement alignés, un crayon rouge et une tasse de café fumant attendaient. Armando, un homme d'une quarantaine d'années, se leva pour m'accueillir. Il me serra la main avec fermeté, le regard perçant comme s'il voyait à travers ma douleur. « Madame Valentina, asseyez-vous » dit-il d'une voix grave mais chaleureuse, en désignant la chaise face à son bureau. Je posai la boîte sur la table et en sortis 3 classeurs soigneusement organisés. Relevés bancaires, factures, preuves, et données du téléphone ainsi que des emails de Miguel. « Voilà tout ce que j'ai » dis-je d'une voix sèche, tentant de rester calme malgré le cœur serré. Armando acquiesça, ouvrit le premier classeur et parcourut rapidement chaque page. Ses yeux s'arrêtaient sur les montants, les factures, et les messages cruels de Valéria. Parfois, il notait d'un trait rouge, « Transaction illégale ». Preuve claire d'abandon. Je le regardais travailler, avec le sentiment de confier une partie de mon âme à un inconnu. Dans l'espoir qu'il m'aide à obtenir justice pour Miguel.
Il leva les yeux et remonta ses lunettes. Avez-vous le pouvoir notarial financier? J'acquiesçai et sortis de mon sac l'original, signé par Miguel et certifié par le bureau juridique militaire avant mon dernier départ. Armando l'examina attentivement et hocha la tête avec satisfaction. Bien. C'est la clé pour que nous puissions gérer ces biens. Il continua à analyser le dossier, s'arrêtant sur la facture de location du yacht et sur les messages concernant le sac Louis Vuitton. Madame Valentina, j'ai vu beaucoup de cas d'abus financiers, mais celui-ci, il secoua la tête, le regard dur. Ce n'est pas seulement une dépense excessive. Elle a intentionnellement profité de l'état de votre fils. C'est un acte délibéré. Après presque une heure de révision, Armando referma les dossiers et me fixa droit dans les yeux. Ce dossier est assez solide pour aller au procès. Nous allons demander une ordonnance d'urgence pour geler ces biens. Et obtenir la gestion de l'héritage de Miguel. Avec ce que vous m'avez donné, je pense que le juge sera de notre côté. J'acquiesçai, voyant enfin un rayon de lumière dans cette obscurité. Elle est sur un yacht dans la mer de Cortés, ajoutai-je d'une voix basse mais ferme. J'ai sa position grâce à un ami. Armando esquissa un sourire froid, le regard tranchant. Elle n'imagine pas à quelle vitesse nous allons agir. Valeria croit qu'elle peut se cacher en mer, mais la loi ne l'attendra pas. En quittant le bureau, je ressentis un petit soulagement. Mais le poids du chagrin restait accroché. Je passai par le palais de justice, où l'air sentait le papier et résonnait du bruit des imprimantes. Je déposai la demande pour que le tribunal émette l'ordonnance de gel des biens. Et remis le jeu de copies que Ravière avait vérifié. Une employée judiciaire, une femme d'âge moyen au regard fatigué, prit les documents et confirma. L'audience aura lieu dans les 72 heures. Nous vous préviendrons. J'acquiesçai, la remerciai et sortis. Le soleil de la passe tapait fort, mais je ne ressentais que le froid. Tout ce que je faisais, c'était pour Miguel, mais chaque pas me rappelait qu'il n'était plus là. L'après-midi, je me rendis à la maison funéraire militaire pour finaliser les préparatifs de l'enterrement de Miguel. L'uniforme que j'avais fait préparer était prêt, un uniforme militaire bleu marine, identique à celui que je portais plus jeune. Le directeur, un vieux vétéran, posa sa main sur mon épaule. Il sera enterré avec tous les honneurs, tenente-colonel Valentina, dit-il d'une voix grave et triste. J'acquiesçai, incapable de parler, fixant l'uniforme soigneusement plié, avec la petite médaille brillant sous la lumière. J'imaginais Miguel le portant, mais cette vision ne fit qu'accentuer ma douleur. À mon retour, la nuit tombait. J'ouvris la porte et vis une enveloppe blanche glisser sous le battant, posée au sol. Je la ramassai, l'ouvris, à l'intérieur, une note manuscrite de Valeria. Valentina, on peut régler ça entre nous. J'ai besoin d'argent pour payer des dettes. S'il te plaît, ne pousse pas les choses trop loin. Je relus. Pas un mot d'excuse. Pas une seule mention de Miguel. Rien que de l'argent. Comme si la mort de mon fils n'était qu'un petit contretemps dans sa vie de luxe. Je pliai la lettre, la glissai dans le dossier de preuve et ne répondis pas. Valeria ne méritait pas un seul mot. Le matin du procès, je me tins devant le miroir, dans la maison de Miguel. Vêtu de l'uniforme de cérémonie bleu marine que je n'avais pas mis depuis des années. Les médailles sur ma poitrine brillaient sous la lumière, chacune portant une histoire de mes années de service. Mais aujourd'hui, je ne le portais pas pour la gloire. Je le portais pour affronter Valeria. Pour réclamer justice pour mon fils. Je remis mes cheveux en place, serrai dans ma main la montre de poche de mon père, et sortis. Le vent marin soufflait, apportant le sel de la paz. Mais en moi, il n'y avait qu'une détermination glaciale. La salle du tribunal était vaste. La lumière blanche des néons tombait sur tout, rendant l'atmosphère nette mais froide. L'odeur de bois ancien et humide des bancs emplissait l'espace, comme si le temps s'était figé là. J'entrai, le dossier serré contre ma poitrine, Armando Ruiz à mes côtés. Le regard vif mais calme. Valeria était déjà assise, dans une robe Gucci moulante. Les cheveux bouclés avec soin, un iPhone dernier cri à la main. Elle portait un maquillage appuyé, un trait d'eyeliner tranchant. Mais je voyais le faux dans la façon dont elle baissait la tête pour feindre la fatigue. Tout le monde dans la salle savait qu'elle jouait un rôle. Mais elle persistait à vouloir passer pour une victime. Le juge, un homme d'âge moyen au visage sévère, assis en hauteur, demanda aux deux parties de s'exprimer. Armando se leva et posa le lourd dossier sur la table.
Chaque section rangée comme une accusation irréfutable. Votre honneur, nous avons des preuves claires d'abus financiers et d'abandon des responsabilités familiales. Par Madame Valeria Lopez envers son mari, Monsieur Miguel Pérez. Commença-t-il d'une voix ferme. Il présenta à l'écran de grands relevés montrant des dépenses de luxe. Yachts, restaurants exclusifs, bijoux hors de prix. Puis des factures en double, prouvant que Valeria retirait de l'argent. Même quand Miguel lui avait déjà donné du liquide. Enfin, il projeta des photos des réseaux sociaux. Valeria souriant sur un yacht, levant un cocktail. Tandis que Miguel se trouvait en soins intensifs, à quelques kilomètres de là. Je restais assise, chaque image étant un coup de couteau dans le cœur. Je revis le visage faible de Miguel. Maman, je t'aime. Puis le long bip du moniteur cardiaque. Valeria ne s'était pas seulement approprié l'argent. Elle avait volé à mon fils ses derniers jours de vie. Des jours qu'il aurait pu vivre s'il avait reçu les soins nécessaires. Je fermai le poing, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Me retenant de pleurer devant tout le monde. L'avocat de Valeria, un jeune homme en costume brillant, se leva pour répondre. Votre honneur, ces dépenses sont un droit légal de Madame Lopez en tant qu'épouse de Monsieur Pérez. De plus, la maladie de Monsieur Pérez était irréversible. On ne peut pas tenir ma cliente pour responsable. Sa voix était fluide, mais je vis comment Valeria évitait mon regard. Elle connaissait la vérité et savait qu'elle ne pourrait pas la nier longtemps. Armando appela un témoin. Le docteur Julian, qui avait soigné Miguel. D'une voix grave mais claire, il déclara. Si Monsieur Pérez avait été admis plus tôt et avait reçu les soins appropriés, il aurait pu vivre encore 1 à 2 ans. Mais personne ne nous a contactés. Personne n'est venu le voir pendant les 2 semaines qu'il a passées en soins intensifs. La salle resta silencieuse. Je vis Valeria baisser la tête, serrant son iPhone comme pour cacher sa honte. Le juge me fit signe de prendre la parole. Je me levai, le poids de mon uniforme militaire sur mes épaules me donnant de la force. Je regardai Valeria droit dans les yeux, puis le juge, et parlais d'une voix tremblante mais ferme. J'étais absente pour protéger mon pays. J'envoyais de l'argent en pensant que mon fils était soigné. Mais personne n'a le droit d'utiliser mon absence pour tuer mon enfant. À la fin, la salle resta muette. Seul se faisait entendre quelques souffles et le grattement du stylo du greffier. Valeria baissa encore plus la tête. Mais je n'y vis pas une once de remords. Le juge acquiesça. Reprit le dossier et déclara. Le tribunal ordonne le gel de tous les biens de Monsieur Miguel Pérez. La gestion provisoire de l'héritage est confiée à Madame Valentina Pérez. Madame Valeria Lopez a interdiction d'accéder aux biens et au domicile de Monsieur Pérez jusqu'à nouvel ordre. Le coup de marteau résonna, sec et ferme. Comme un point final à l'enfer que Valeria avait causé. Elle se leva brusquement, le visage rouge, hurlant. « Mais tu vas le regretter, Valentina. Tu ne peux pas me faire ça. » Sa voix criarde rebondit sur les murs. Mais les agents du tribunal s'approchèrent rapidement pour la faire sortir. Je la vis disparaître par la porte. Sa robe Gucci glissant derrière elle. Et pour la première fois, je ressentis un semblant de justice. Mais cela n'effaçait pas la douleur. Miguel ne reviendrait pas. Et la cruauté de Valeria resterait une cicatrice éternelle dans mon cœur. Je rangeai soigneusement les documents dans mon attaché-caisse et sortis. Le soleil de midi brillait sur la Paz, se reflétant sur mon uniforme et faisant scintiller mes médailles. Mais je ne ressentais ni fierté ni victoire. Seulement un soulagement silencieux. Celui d'avoir tenu la promesse faite à Miguel, même s'il n'était plus là pour la voir. Quand le procès prit fin, je sus que je n'avais pas le temps de me reposer ni de me laisser sombrer dans la douleur. Miguel était parti. Mais je devais faire en sorte que son héritage vive. Que ce qu'il avait subi ne soit pas vain. Je me rendis directement à la banque avec le jugement. À la guichetière, une femme d'âge moyen au regard bienveillant. Je remis les documents. Elle vérifia et me dit. Madame Valentina, tout a été transféré à votre nom. Comment souhaitez-vous gérer cet argent? Je pris une grande inspiration. Je veux le diviser en 2, une partie sur mon compte personnel, l'autre pour créer un fonds. Ainsi naquit le fonds Miguel. Une association à but non lucratif enregistrée auprès de la Secrétaire du Développement social du Mexique. Cette même semaine, l'idée m'était venue à la morgue.
en voyant l'uniforme de Miguel prêt pour ses funérailles. Je voulais que son nom devienne un symbole d'espoir pour ceux qui luttaient contre la maladie qu'il avait emportée. Je contactai l'hôpital San Rafael et d'autres centres médicaux pour obtenir la liste de patients atteints de cancer, abandonnés ou incapables de payer leurs soins. Un médecin de San Rafael, qui avait soigné Miguel, me serra la main. « Vous faites quelque chose de très précieux, Madame Valentina. Je vais vous aider de toutes mes forces. » La première semaine, le Fonds Miguel finança les médicaments de 12 patients. Je signai aussi un contrat à long terme avec une clinique mobile pour apporter des services médicaux dans des zones reculées du Mexique, là où des personnes comme Miguel étaient oubliées. Un matin, je me rendis à l'hôpital provincial de Sonora, à quelques heures de La Paz, pour examiner la liste des patients soutenus par le fonds. L'air y était étouffant. L'odeur de désinfectant et le son familier des machines me serraient le cœur, me ramenant aux derniers jours de Miguel. En entrant dans le service d'oncologie, je vis un petit garçon assis, recroquevillé sur son lit, serrant fort une peluche usée et regardant par la fenêtre. Il semblait avoir 8 ans, maigre, la peau pâle à cause de la chimiothérapie. Le médecin me le présenta. « Voici Diego. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture. Il souffre de leucémie et vit seul dans cette chambre. » Je m'approchai, m'assis à côté de lui et lui souris doucement. « Bonjour, Diego, je suis Valentina. Que fais-tu » Le garçon leva les yeux et répondit d'une petite voix. « Je ne veux pas mourir, je veux juste avoir une famille. » Ces mots furent comme un coup de couteau direct au cœur. Ses yeux, clairs mais emplis de tristesse, étaient les mêmes que ceux de Miguel enfant, quand il me serrait fort et me demandait quand je rentrerais à la maison. Je pris sa petite main froide et lui dis « Tu n'es pas seul. Je suis là. » Le médecin précisa que Diego pouvait guérir s'il recevait un traitement continu et des soins adaptés. Sans hésiter, je décidai d'utiliser le fonds Miguel pour couvrir tous ses frais médicaux et engager une infirmière privée pour veiller sur lui. Quelques semaines plus tard, je retournai à l'hôpital de Sonora, portant un sac d'oranges fraîches et un livre pour enfants que je pensais lui plaire. Diego allait mieux, même s'il avait perdu presque tous ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Ses yeux brillaient, et pour la première fois, je le vis sourire. Un sourire innocent qui réchauffa mon âme. Je m'assis à ses côtés et lui racontai mes journées à ramer sur la mer de Cortés, les grandes vagues et les couchers de soleil flamboyants. Diego écoutait attentivement, caressant son doudou. « Sonora Valentina, avez-vous déjà eu peur en mer » demanda-t-il avec curiosité. Je souris et lui caressai la tête. « Bien sûr. Mais j'ai appris que, peu importe la taille des vagues, si tu tiens fermement la rame, tu atteindras toujours l'autre rive. » Chaque fois que je lui rendais visite, j'apportais sa nourriture préférée, flan maison, jus de mangue ou biscuits au chocolat. Je m'asseyais près de lui, l'aidais à manger cuillerée après cuillerée, lui essuyant la bouche quand il se salissait. Ces moments me donnaient l'impression de m'occuper à nouveau de Miguel, comme si je retrouvais ce que je n'avais pas pu lui offrir. Diego s'ouvrit peu à peu, me parlant de son rêve, devenir astronaute et voyager sur Mars. « Je veux voir le monde entier d'en haut » disait-il, les yeux pleins de lumière. J'acquiesçais, retenant mes larmes, et lui répondais simplement. « Tu y arriveras, Diego. Je crois en toi. » Un après-midi, alors que je m'apprêtais à quitter l'hôpital, Diego me prit la main, hésitant. « Sonora Valentina, voulez-vous être ma grand-mère » Sa question me laissa figé, comme si le temps s'arrêtait. Je regardai ses yeux clairs et j'y vis le reflet de Miguel. Mon cœur guérit un peu à cet instant. Je me penchai, le pris dans mes bras, et des larmes coulèrent sur mes joues. « Bien sûr, Diego. Je serai ta grand-mère. » Il me serra fort, son doudou écrasé entre nous, et je sentis la chaleur fragile de son corps. Ce même jour, je commençai les démarches pour l'adoption légale. Je contactai le département des affaires sociales, préparai les papiers et aménageai une chambre dans la maison de Miguel pour Diego. Je peignis les murs en bleu marine, la couleur qu'il aimait car elle lui rappelait le ciel. J'achetai un lit simple, une petite table de chevet, et posai son doudou sur l'oreiller. Chaque geste était une promesse, je ne laisserai pas Diego seul, comme, sans le vouloir, j'avais laissé Miguel. Le fonds Miguel n'était plus seulement l'héritage de mon fils. Il était devenu le pont qui m'avait mené à Diego, un enfant qui apportait de la lumière à mes jours les plus sombres.
6 mois après le procès, je reçus un appel du médecin de l'hôpital provincial de Sonora. Sonora Valentina, j'ai de bonnes nouvelles, dit-il avec enthousiasme. Diego a bien répondu au traitement. Les derniers examens montrent qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses. Je restais immobile dans la cuisine, tenant le téléphone alors que les larmes coulaient sur mes joues. Diego, ce petit garçon rencontré dans une chambre froide d'hôpital, avait désormais une chance de vivre. Merci, docteur, murmurai-je d'une voix brisée. J'arrive tout de suite. Je préparai mes affaires et pris avec moi un petit sac cadeau, un bonnet en laine bleue que j'avais tricoté pour lui. Le jour où Diego sortit de l'hôpital, je conduisis le vieux pick-up de Miguel jusqu'à Sonora. Il était là, à l'entrée, mince mais les yeux étincelants, serrant son doudou contre lui. En me voyant, il courut vers moi avec un grand sourire. « Abuela !» cria-t-il en se jetant dans mes bras. Je le serrai fort, sentant la chaleur de son petit corps et, un instant, je vis l'ombre de Miguel. « Allons-y, mon petit-fils, dis-je en lui caressant la tête. Allons à la maison. » Nous montâmes dans la camionnette. Le bruit de la mère de Cortés arrivait au loin et l'odeur salée familière entrait par la fenêtre. La maison de Miguel était désormais notre foyer. Notre premier dîner fut simple mais chaleureux, tacos, le plat préféré de Diego, avec viande hachée et sauce tomate maison. Il posa soigneusement son doudou près du cadre photo de Miguel sur la cheminée. Puis me demanda timidement. « Tu crois que tonton Miguel m'aurait aimé ?» Je souris et posai ma main sur son épaule. « Bien sûr, Diego. Il aurait été très fier de toi. » Il hocha la tête, les yeux brillants, puis retourna à table pour croquer dans son taco, riant quand la sauce lui coula sur le menton. Je lui essuyai la bouche, ressentant une joie simple mais réelle. Comme si je revivais des jours passés avec Miguel. Dans les semaines suivantes, je modifiai la maison pour qu'elle soit vraiment la nôtre. Je peignis le salon en couleur sable, chaude et apaisante. Sur la terrasse, je plantai des bougainvilliers rouges qui se balançaient dans la brise marine. Dans le jardin, j'installai un hamac où Diego aimait lire ou regarder le coucher de soleil. Les affaires de Miguel et livres, vêtements, photos, je les rangeai dans une armoire en bois. Non pas pour les oublier, mais pour préserver intacte sa mémoire. Chaque fois que j'ouvrais cette armoire, je touchais sa veste préférée et murmurais. « Tu es encore là, n'est-ce pas ?» Je continuai à diriger le Fonds Miguel, élargissant nos actions jusqu'aux montagnes de Oaxaca et du Chiapas. Nous avions aidé des dizaines de patients atteints de cancer à être soignés à temps. Des personnes qui, sans cette aide, auraient pu connaître le même destin que Miguel. Souvent, Diego s'asseyait à mes côtés pour faire ses devoirs ou dessiner. Un jour, il me tendit un dessin, moi, en uniforme militaire, debout à ses côtés. Avec la mère de Cortés d'un bleu intense derrière nous. « C'est toi et moi, Abuela, dit-il, les yeux pleins de fierté. » Je le pris dans mes bras, sentant mon cœur guérir un peu plus à chaque moment comme celui-ci. Une fois par mois, j'emmenais Diego avec les bénévoles du Fonds Miguel. Apportant vivres et repas dans des communautés isolées. Il se mêlait vite aux autres enfants, distribuant des cadeaux avec un grand sourire. « Abuela Valentina, je peux apporter plus de bonbons la prochaine fois ?»« Bien sûr, mais il faut demander la permission à ta grand-mère d'abord, » répondis-je en lui faisant un clin d'œil. En le voyant rire et courir, je sentais qu'une partie de Miguel revivait. Comme si mon fils nous regardait et nous souriait de quelque part. Je rejoignis aussi le club de kayak pour seniors au port de La Paz. Chaque matin, je ramais sur de petites vagues, sentant l'eau fraîche sur mes mains. Me rappelant mes jours d'entraînement en mer. Mais maintenant, je ramais pour le plaisir, pour une paix que je croyais perdue. Parfois, Diego m'attendait sur la rive, agitant la main et criant. « Rame plus vite, Abuela, un poisson te suit. » Je riais aux éclats, le cœur plus léger chaque jour. Chaque après-midi, nous allions au petit potager derrière la maison. Diego plantait des tomates, moi des herbes aromatiques. La première récolte remplit un panier entier. Ce soir-là, Diego m'aida à préparer des pâtes avec sauce tomate fraîche. « C'est meilleur que les tacos, Abuela !» s'exclama-t-il, la bouche pleine de sauce. Je souris en lui caressant la tête, savourant ce bonheur simple que je croyais impossible à retrouver. De temps à autre, l'avocat Armando m'appelait pour m'informer que Valeria continuait ses tentatives de réclamation. « Mais elle vient de déposer une nouvelle demande, mais le juge l'a rejetée, » me disait-il calmement. « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. » J'acquiesçais,
sans jamais répondre au message de Valeria. Elle n'appartenait plus à ma vie et je ne voulais pas lui accorder une seconde de mes pensées. Un matin, Diego rentra de l'école en courant, brandissant un diplôme de meilleur élève et un grand sourire. Abula Valentina, j'ai eu la meilleure note de la classe. J'étais assise sur ma vieille chaise en bois, tenant la montre de poche de mon père, la lumière se reflétant sur son verre usé. Très bien, Diego, dis-je en l'embrassant, le voyant courir et rire. Son rire innocent se mêlant au bruit des vagues. Je sus que Miguel était toujours là, dans chaque battement de cette nouvelle vie que je protège. Ce même jour, j'accrochai une nouvelle photo sur le mur, juste à côté de celle que j'ai avec Miguel. Diego et moi, sur le rivage de la mer de Cortés. Au même endroit où Miguel jouait enfant, j'ai collé un petit mot à côté qui disait « Miguel est toujours avec nous ». Je reculai de quelques pas. Je regardai les deux photos et, pour la première fois depuis tant d'années, je sentis que j'étais vraiment rentré à la maison. Pas une maison seulement faite de briques et de bois, mais un foyer d'amour, d'espoir, celui que Diego et moi construisons ensemble. Et où Miguel vivra pour toujours dans nos cœurs. L'histoire que nous racontons est fictive. Mais elle est basée sur certains faits réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et prenne un moment pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison? Je me pose vraiment la question. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Choisirais-tu de te taire pour préserver la paix? Ou oserais-tu tout affronter pour retrouver ta voix? Je veux savoir ce que tu en penses. Parce que chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours. Et je crois fermement que le courage nous mène vers des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran de fin, je te laisse deux des histoires les plus aimées de la chaîne. Je t'assure qu'elles te surprendront. Merci d'être resté jusqu'ici.